Bonjour mon cher Charles Sana, le fondateur du site Insolentiae, que je ne saurais trop recommander. On est content de vous avoir à nouveau. Bonjour à vous et bienvenue dans cette matinale. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et toutes, et puis merci de me recevoir. C'est toujours très gentil et c'est toujours avec plaisir que je suis là. Et en tout cas, je jetais encore un petit coup d'œil ce matin sur le site Insolentiae. Il y a du lourd là, hein. Là, il y a du Oui, lourd. oui, on peut dire, on peut dire. On n'a que l'embarras du choix pour débuter entre le national, l'international. Le dernier dossier là sur une prédiction, en tout cas qui pourrait très vite faire sauter les marchés. Et ce pourrait être pour cet été, d'après le dernier article, sur les milliards de dettes américaines, sur les bons du Trésor américain. Est-ce qu'on débute sur ce type de sujet ou est-ce que peut-être on reste sur des sujets plus nationaux pour débuter? J'aimerais bien peut-être qu'on commence par le national pour finir par l'international. Ça serait pas C'est mal. vous le maître des cérémonies, mon cher Voilà, Nicolas. on va faire saliver nos internautes et ça va monter crescendo. Donc peut-être commencer, puisque vous n'êtes pas qu'économiste, analyste financier, mais aussi un chroniqueur de notre quotidien politique, social, sociétal. Et, euh, et donc peut-être débuter sur les sujets sociaux et sociétaux. Donc sur les sujets sociaux, l'euthanasie, l'euthanasie par exemple, et puis la retraite à 70 ans au Danemark. Tiens, ça, je Ah, trouve que ces deux sujets, on peut presque les faire se toucher, parce qu'à mon avis, il y a un peu la même chose derrière. oui, 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 oui. En tout cas, voilà, ça participe d'une diabolisation sociale et sociétale de celui qui ne travaille pas, de celui qui n'est pas productif et donc de celui qui, quelque part, coûte cher à la société. Alors, vous savez, moi, cher Nicolas, j'aime le travail. Alors, dans une époque où c'est pas forcément bien de le dire, hein, ni bien reçu quand on le dit, mais je pense que c'est très, très important de dire que le travail, je fais la distinction tout de suite pour ceux qui nous écoutent entre travail et rémunération. Laissons tomber la question de salaire. Une femme au foyer, dont c'est le choix, bien sûr, et qui va s'occuper de sa famille nombreuse, c'est un travail. Quelqu'un qui s'engage dans l'associatif, dans l'humanitaire, qui va aider les autres, on ne parle pas de revenus là, mais c'est un travail. C'est-à-dire qu'il y a une participation à la société, il y a du sens dans le quotidien, le travail, l'activité par rapport à, ou par opposition à l'oisiveté. Donc, je pense que ça, c'est très important. Et donc, le travail, qui est notre participation à la société, c'est quelque chose de fondamental pour la vie de chacun. Encore une fois, je ne vous parle pas d'argent. Un sapeur-pompier qui a un petit salaire, il ne sera pas milliardaire, mais pourtant, son travail a du sens. En général, on a des jeunes passionnés dans ce type de métier, etc., etc. Donc, encore une fois, on scinde revenus et travail, activité, mais l'activité, c'est quelque chose d'essentiel. Pour autant, vous dire qu'on va travailler jusqu'à 70 ans, alors que c'est dans le confort de mon bureau pour faire des interviews et de la réflexion, c'est très facile de dire que jusqu'à 70 ans, on peut continuer à travailler, bien qu'il puisse y avoir une lassitude et une souffrance psychologique à le faire. Mais il est évident que pour des métiers où il y a une pénibilité physique, travailler jusqu'à 70 ans semble quelque chose de totalement aberrant. Donc, pour celui qui ne sera plus capable de le faire, évidemment, hein, qui aura des souffrances bien trop grandes, l'État, dans sa grande mansuétude, a tout prévu pour vous et on arrive à l'euthanasie. Alors évidemment, le lien, vous ne pouvez pas le faire comme ça. Il y a une loi sur l'euthanasie, d'accord? Donc cette loi sur l'euthanasie, elle limite, elle affiche une forme de volonté de limiter l'accès à ce droit. Alors, moi, après, je suis très
je suis très embêté sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est, évidemment, il faut l'aborder avec une immense humanité, une grande bienveillance. Il ne m'appartient pas. Alors d'abord, je pense à un premier préalable qui parlera à tous ceux qui sont croyants. Moi, je ne suis pas Dieu. Et comme je ne suis pas Dieu, il y a des choses qui ne m'appartiennent pas. Par exemple, définir le bien et le mal, ce n'est pas forcément à moi de le faire. Je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal, mais ce n'est pas à moi de donner la définition et d'imposer ma définition du bien et du mal. Ça appartient au dogme divin et au dogme religieux. De la même manière, il ne m'appartient pas en tant qu'homme de décider ou de ne pas décider de la mort de quelqu'un. Faire cela, c'est se prendre pour Dieu ou en tout cas s'en rapprocher bigrement, et c'est généralement une mauvaise idée. Ce préalable étant posé, je vous parlais de bienveillance et d'humanité. Si je ne suis pas Dieu, je n'ai pas plus à dire à Pierre, Paul ou Jacques la manière dont il doit mourir ou la façon dont il doit souffrir. Ça ne m'appartient pas. Et donc là-dessus, j'ai une immense humilité et un immense respect, et donc je ne peux pas décemment regarder quelqu'un droit dans les yeux et dire « tu dois souffrir comme ci, tu dois souffrir comme ça ». C'est trop intime, c'est un sujet trop grave qu'on le résume à ça. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'on n'est pas Dieu et puis qu'on n'a pas à imposer à l'autre, on n'a rien dit. Alors on va continuer le raisonnement, on va introduire un autre sujet. Le droit à mourir est une expression qui me gêne, parce que un droit à la mort, je trouve que rien que philosophiquement, là je ne vous parle pas surtout pas de cette notion d'incitation, du fait de ne pas avoir le droit d'inciter à vivre, parce que dans la loi, il y a ce qu'on appelle un délit d'entrave, donc en plus on n'a pas le droit d'inciter quelqu'un à continuer à vivre. Et ce qui est très différent du fait de l'empêcher physiquement, par exemple, d'avoir recours à l'euthanasie. J'arrive, j'empêche quelqu'un quasiment physiquement, je l'enferme, etc. Je lui refuse l'accès aux soins qu'il souhaite, en l'occurrence l'euthanasie. On est bien d'accord, nous sommes dans une forme d'entrave qui n'est pas volontaire, qui ne correspond pas à la volonté de l'autre. Donc on l'empêche. Il y a une forte différence entre empêcher de manière un peu contrainte et puis d'empêcher dans le sens d'essayer de convaincre de ne pas. Bon. Bref, donc revenons à cette notion de droit à la mort. Le droit de mourir. Le droit de mourir, si on pousse un petit peu la réflexion philosophique, en général, on est tous à peu près d'accord pour dire que le revers du droit, c'est le devoir. Donc droit et devoir sont deux notions généralement consubstantielles, l'une va avec l'autre. Quand il y a des droits, il y a des devoirs. Introduire un droit à mourir, introduit-il un devoir à mourir? Et ça, c'est un vrai sujet. Et philosophiquement, on ne peut pas faire l'économie de ce débat. Ensuite, évidemment, on a toutes les dérives possibles et imaginables. Alors, la première dérive à laquelle on pense tous naturellement, c'est évidemment les méchants héritiers, les méchants enfants qui voudraient vite récupérer le Grisby et les sous du pas tout à fait défunt. Et donc là, que la loi soit bien rassurée, il ne va pas y avoir entrave à l'euthanasie, il va y avoir incitation à l'euthanasie. Et donc, on avait une députée qui avait voulu introduire justement le corollaire du droit d'entrave, qui était, le délit d'entrave, excusez-moi, qui aurait été le délit d'incitation, pour avoir quelque chose d'équilibré. Ça a été rejeté comme amendement. Pourtant, c'est fort intéressant parce que l'incitation, elle prend plein de formes différentes. Et moi, cette incitation, je l'ai vécue. Alors, je l'ai vécue à 2 reprises avec mon papa et avec ma maman. Ma maman qui était effectivement condamnée. Il y a pas de, j'ai aucun, comment vous dire, j'ai aucune remise en cause du diagnostic qui avait été posé sur la maladie incurable de ma maman. Mais il m'a été dit à moi, son fils, que je devais cesser. Alors la loi n'était pas passée, c'était il y a 2 ans, que je devais cesser
de pousser ma mère et d'inciter ma mère dans sa volonté de vivre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Comment peut-on dire ça à un enfant, quand bien même il a la barbe blanche, l'enfant? Votre maman reste votre maman, vos parents restent vos parents, et donc vous ne pouvez pas dire autre chose à votre proche malade que je suis là, je t'aime, accroche-toi, je suis à tes côtés. Voilà. Vous ne pouvez pas lui dire autre chose. Vous ne pouvez pas lui dire non, vas-y, tiens, prends ta pilule bleue, rouge, verte, peu importe. Allez, finissons-en là. Écoute, j'ai une réunion tout à l'heure, c'est très pénalisant dans mon emploi du temps. Bon, je suis obligé de poser le clavier et le stylo, tu comprends, de venir te voir tous les 4 matins. Écoute, c'est insupportable. Si tu pouvais nous abréger un peu tout ça quand même, ça nous serait très agréable, hein, à moi pour mon organisation personnelle, à l'État pour le paiement des retraites et pour l'équipe médicale parce que ça libérerait un lit pour peut-être quelqu'un qui en a plus besoin ou qui a un pronostic vital qui serait meilleur parce que toi de toute façon tu vas mourir. Bon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence de ce que ça implique. Et puis donc voilà une incitation à mourir. Pratiquée volontairement, a priori, par des équipes médicales en France. Alors là, c'était en 2023, mais bon, je peux vous assurer que ça continue, et donc ça continue même cette année. Avec mon papa, 87 ans, effectivement, est malade, pareil, un pronostic de cancer, 87 ans, bon, évidemment, un pronostic qui est incurable, voilà, c'est fatal. Simplement, avec cette maladie, on peut vivre 1 an, 1 mois, on ne sait pas. Alors, ce que je sais en revanche, c'est que si je ne peux pas rajouter des jours de vie, et que je ne suis pas Dieu, et je ne sais pas quand sera le dernier jour, ce que je sais, c'est qu'en revanche, on peut rajouter de la vie dans les jours qui restent. Et c'est ce que l'on fait. On rajoute de la vie dans les jours qui restent. Et vous avez des moments de vie qui sont pris, retourner dans sa maison, retourner dans son jardin, quelques jours, quelques heures, même si c'est difficile, même si c'est dur, même si c'est compliqué. Et puis, on oublie que même à 87 ans, et même quand on est malade, on peut avoir envie de vivre encore quelques jours, encore quelques heures, qu'on n'est pas forcément prêt pour partir. Et ça, si vous voulez, dans ce débat sur l'euthanasie, effectivement, on donne la parole à tous ceux qui souffrent. Hein. Alors voilà, vous souffrez, vous avez envie d'en finir, vous souffrez, vous avez envie d'en finir, mais qui sommes-nous pour vous pousser, pour vous obliger à souffrir et vous empêcher d'en finir? Ce que je peux entendre, encore une fois, j'avais commencé par ça, une infinie bienveillance et une immense humilité face à ces sujets, ça doit être le point de départ de toute réflexion. Mais pour autant, une réflexion, c'est dans son ensemble. Et donc, dans son ensemble, c'est évidemment aussi l'envie de vivre, le droit à vivre, qui me semble fondamental et totalement occulté dans ce débat. Alors, le droit à vivre et le droit à être soigné, cher Nicolas. Et vous voyez, nous payons énormément d'impôts et j'aimerais que ces impôts servent d'abord et avant toute chose au droit à vivre, au droit à être soigné, au droit à lutter contre les déserts médicaux, au droit à avoir des diagnostics et des examens bien plus rapidement. Et puis, vous savez quoi? Au droit à être soigné de manière palliative et avoir la chance et l'opportunité de pouvoir ne pas souffrir et d'apaiser au maximum les souffrances. Et donc, je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on peut commencer à réfléchir. Aujourd'hui, vous avez déjà une loi, c'est la loi Leonetti, et vous avez déjà la possibilité, dans certains cas effectivement très spécifiques, d'abréger les souffrances de quelqu'un. Voilà, donc. Merci Charles. Oui, sur ce point, on va devoir avancer parce qu'on n'a qu'1 heure et c'était un sujet qui ça montre en tout cas, moi j'ai 2 observations par rapport à ce que je viens d'entendre de votre part. La première, c'est que je me rends compte que ça touche tout le monde et que ce sujet, on n'en a pas fini et que ça passera pas comme une lettre à la poste parce que ça va frapper chaque conscience. Et je suis en effet étonné, pensant plutôt passer 1 heure avec vous sur l'épargne des Français et la dette mondiale, de me rendre compte que voilà, vous avez besoin de vous exprimer sur ce sujet et nous aurons tous besoin de nous exprimer sur ce sujet. Et la deuxième observation que je fais,
qui revient sur ce que vous disiez au début, en tout cas qui est plus précis et spécifique chez moi, c'est-à-dire que je dénie absolument à cette classe politique, à ces parlementaires, de légiférer sur ce sujet. Honnêtement, quand on voit ce dont ils sont capables, quand on voit la façon dont a été gérée, par exemple, avec le Rivotril, la crise le Covid dans les EHPAD, j'ai vraiment pas du tout envie de leur donner la moindre légitimité de légiférer sur ma vie et sur ma mort. Ils n'en ont absolument aucun droit. C'est vrai sur le plan du droit naturel, c'est vrai sur le fait, et vous avez raison de le rappeler, ils n'ont pas à se prendre pour Dieu, mais de toute façon, déjà, ce qu'ils sont, et quand on voit ce qu'ils sont aujourd'hui, ils n'ont aucune légitimité et je parle pour l'ensemble des députés. J'en connais même personnellement. Ils n'ont pas à légiférer sur ce sujet. Ils n'en ont pas la légitimité. Et j'aimerais qu'ils en prennent conscience et qu'ils refusent de participer à cette mascarade politique gouvernementale dont on connaît les tenants et les aboutissants, je pense.